Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue chez Karim, merci d'être venus nombreuses et nombreux ce soir pour fêter le lancement de Imitation de la vie d'Antoine Mouton. Donc on avait déjà reçu Antoine il y a quelques mois, il y a peu de temps, pour la parution de Chômage monstre, donc qui est paru au début de l'année aux éditions de la Contralée. Et on est très très heureux de le recevoir, de l'accueillir à nouveau ce soir. Pour démarrer, je voulais simplement dire quelques mots pour vous dire pourquoi j'ai adoré ce livre. Donc je voulais essayer de dire en quelques mots ce qui était pour moi le plaisir de lire Antoine Mouton et pourquoi je pense que c'était un grand livre, et en parlant de l'impression très forte qui m'a saisie en lisant ce livre il y a quelques semaines, qui fait que à peine je l'avais refermé, que j'avais envie de le lire à nouveau. Ça, c'est vrai, ça me l'a fait. Le roman, alors il y a beaucoup de choses dans ce roman, il est extrêmement foisonnant. Il démarre au début par un malentendu. On a un homme, un certain Paul Renard, qui est psychanalyste, et qui se rend à un congrès, en fait par erreur. Il pense se rendre à un congrès sérieux de psychanalyse, et puis il se rend compte qu'il a fait une erreur, que c'est un congrès de charlatans. Et mais il se rend rapidement compte de sa méprise en voyant le premier intervenant arriver sur scène, mais comme il est assis à côté d'une jeune femme qui lui plaît beaucoup, Camélia Melondas, il reste, malgré l'évidence de sa méprise, il reste. Il est extrêmement séduit, il y a une relation amoureuse qui démarre entre eux, il a beaucoup d'attentes, et puis donc voilà. Il y a tout d'entrée de jeu, quand on commence le livre, il y a un plaisir, un très grand plaisir de lecture, mais l'histoire démarre de manière assez banale, on pourrait dire. Et puis cette histoire qui démarre avec beaucoup d'espoir prend rapidement une tournure un peu décevante. Et en fait, ces deux personnages sont contactés quelques mois plus tard, suite à la disparition d'un homme qui s'appelle Pierre Herrasy. Ils se rendent compte qu'à leur insu, cet homme était leur patient à tous les deux. Alors, ils ont vraiment l'impression d'avoir été floués. Il y a en fait ce personnage devient comme un fantôme entre eux. Il devient l'objet d'une espèce de compétition négative dans cette histoire d'amour qui est à moitié vécue. En fait, cet homme, Pierre Herrasy, a disparu, il est soupçonné de crime, il est certainement fou, manipulateur, mais en fait on n'en sait rien puisqu'il est absent. Et en même temps, tout en étant absent, il est le pivot du livre, et il est présent uniquement par un manuscrit, qui est le roman au cœur du roman, qu'on retrouve dans le cabinet d'un troisième psychanalyste et qui constitue en fait le cœur du livre. Le manuscrit, il est signé d'un autre homme qui s'appelle Émir Sulter, et il raconte la vie de cet homme, et donc c'est le cœur du livre. Alors Émir Sulter s'occupe avec son ancienne amante et l'ancienne amante de son ancienne amante d'un cinéma, d'une salle de cinéma dédiée au cinéma expérimental dans la ville de Setrou, qui est une ville qui se trouve en lointaine banlieue parisienne. Et cette ville est victime de disparitions mystérieuses et d'un rétrécissement tout à fait inexpliqué de ses rues. Alors, l'impression, c'est un roman foisonnant. Là, j'en ai parlé, j'ai raconté qu'un tout petit bout en fait. C'est foisonnant, et en fait, surtout quand on lit ce roman et quand on lit Antoine Mouton, ça crée comme une effervescence. Les personnages, les situations sont en limite du fantastique, les situations les plus quotidiennes se transforment, et le livre déjoue toujours les attentes ou les idées préconçues. Émir, par exemple, il cohabite avec Mélissa, qui est une femme qu'il a épousée par inadvertance ou par lâcheté. Cette femme, elle a un grand appétit sexuel, un grand sans-gêne, mais ça semble gêner personne. Il cohabite aussi avec sa mère, qui, elle, est atteinte d'une dyslexie incontrôlable et vraiment très drôle, qui est responsable notamment de la bizarrerie du prénom du personnage Émir. Et puis chaque prise de parole de cette femme, c'est comme un millefeuille extrêmement savoureux de langage et de lapsus. Ses associés pour le cinéma, donc Ingrid et Félix, ils ont rêvé, eux, de filmer ou de photographier photographier toute l'humanité. Pour Félix, Ingrid filmait toute l'existence, et en particulier toutes les prises de bec qu'il y avait à l'intérieur du couple quand elle était avec Émir. Et puis, dans la salle de cinéma expérimentale qu'ils ont ouvert à Setrou, il y a un personnage qui s'appelle Antoine,
qui est un personnage un peu en distance de la vie, assez discret, mais qui confond totalement avec la fonction qu'il exerce, la fonction de vestiaire. Cet homme est vestiaire. En même temps, il est en retrait, mais on a l'impression qu'au moment où il décide de partir à la retraite, tout l'équilibre du roman se dérègle. Voilà, c'est des personnages ordinaires, dans des situations ordinaires, un peu tragiques, pourtant l'extraordinaire est là partout, dans le détail de leur comportement, de leur identité, de leur trait de caractère, de leurs paroles. On a de l'incongruité, du fantastique, la folie, qui peuvent toujours comme ça grignoter le quotidien, et l'ordinaire au détour d'une phrase, comme si c'est ça qui vient en fait donner du relief à tout ce qui se passe et à toutes ces situations quotidiennes, et qui rend ce texte merveilleux. Voilà, ce roman, il parle des désillusions de devenir adulte, de la culpabilité, des regrets, des petites tragédies de la vie, mais de manière formidablement comique, par tous ces aspects d'incongruité, de bizarrerie. Et donc, comme je l'ai dit au début, dès que je l'ai fini, j'avais envie de le recommencer, non pas pour saisir l'intrigue, mais pour en saisir tous les motifs, pour jouir du plaisir du langage, la profondeur de ces personnages, de saisir tous les motifs de ce roman qui est à la fois triste et en même temps intensément drôle, et qui déjoue toujours les attentes. Voilà, donc un grand plaisir. Merci. Peut-être une première question avant d'en entendre un extrait, simplement... une fois qu'on l'a lu, ce livre, on ne sait plus très bien ce qui est la vie et ce qui est la littérature, parce que le manuscrit qui est au cœur du livre a l'air d'être plus vrai que l'histoire qui l'englobe autour, qui est censée être la vie dans le livre. Voilà, on a envie de le relire, de le démêler, donc ça m'intéressait beaucoup en fait de connaître la genèse initiale du roman et de quoi il était parti. Le livre, il est parti sur sa construction, tu veux dire, essentiellement. La construction, c'est quelque chose d'un peu... Enfin, c'est-à-dire que... Bon, par exemple, dans le roman, il y a un événement surnaturel qui est l'apparition de pièces en plus dans les cloisons, enfin, des portes qui s'ouvrent dans les cloisons chez les gens. Et ces pièces en plus, pour moi, c'était comme toutes les parties de ce roman qui s'articulaient plus ou moins bien, qui parfois tombaient sur des impasses ou pas. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait tout un tas de couches de temps que je voulais mélanger là, pour que on ait sans cesse l'impression en tout cas qu'un fantôme en particulier, traverse l'ensemble de ces... Enfin, que plusieurs fantômes quand même traversent ces liens, les liens entre les personnages. Et oui, mais il y a un événement en fait en particulier qui a déclenché l'écriture du livre et qui est enfin que j'ai réécrit là, exactement à peu près quoi dans le texte. C'est une personne un jour qui vient, moi j'étais caissier dans un cinéma, pas expérimental du tout, et qui vient me demander, enfin qui me reconnaît parce qu'on avait été au lycée ensemble à l'internat. Et je le reconnais aussi, et très vite on n'a plus rien à se dire, parce qu'on avait déjà peu de choses à se dire au lycée. Et donc il me demande des nouvelles d'autres personnes qu'on avait connues, dont une personne qui en fait était entre-temps morte. Et, et, et lui ne se souvenait plus que cet ami à moi était mort. Et j'étais tellement sidéré par enfin, c'est-à-dire, c'était un jeu social en fait qui recouvrait un oubli. C'était certainement pas une volonté d'oubli, mais c'était quand même un oubli qui était là, qui jouait là. Enfin, on me demandait des nouvelles d'un mort, et j'ai très vite voulu écrire cette histoire-là, en imaginant que ce personnage qui me posait cette question mourrait dans un incendie volontaire immédiatement. Mais bon, voilà. Mais oui, mais ça c'était l'histoire c'était le début du livre. C'est comment est-ce qu'il s'est écrit à ce moment-là. Mais très vite sont venus les psychanalystes. C'est quasiment eux qui sont venus au tout début. Je pensais rejoindre ensuite l'histoire de Émile Sulter. Et puis en fait, peu à peu, les psychanalystes avaient disparu. Et c'est au fur et à mesure des versions qu'ils sont réapparus pour encadrer le texte, en fait, pour créer comme une sorte de cadre à l'intérieur duquel le roman dans le roman existe. Pour créer cette espèce de double fond où justement, comme il y a
beaucoup d'éléments surnaturels et beaucoup d'éléments finalement très réalistes. Il est question aussi de cinéastes. Alors il y a des cinéastes qui sont vrais, des cinéastes qui sont faux. Je voulais que tout ça puisse se mélanger et qu'on n'ait pas l'impression que l'un soit la réalité et l'autre la fiction. Enfin ils sont tous deux la fiction l'un de l'autre, finalement. C'est deux pans de texte. Alors est-ce qu'on peut peut-être en entendre un extrait pour continuer? Alors je vais lire le début du roman dans le roman, qui est donc le départ d'Antoine à la retraite. C'est ça qui ouvre le roman dans le roman. Moi, ça m'amusait d'avoir un personnage qui s'appelait Antoine, parce que... Bien sûr, il y avait déjà eu quelques disparitions avant le départ d'Antoine à la retraite, mais personne à part François ne s'en était inquiété. François élaborait des prophéties à partir du moindre événement. 3 jours de pluie consécutifs lui suffisaient à nous enjoindre de construire des embarcations solides. Il distribuait des pagaies à la sortie du bureau de poste. Les gens qui les acceptaient s'en servaient pour le repousser, les autres pressaient le pas et évitaient de croiser son regard. En ville, on le surnommait le Fronce, à cause de ses sourcils anormalement circonflexes lors de ses élans oraculaires. On ne l'avait pas baptisé l'oiseau de mauvais augure, ni la Pythie, on s'était arrêté à son visage, pas à sa parole. J'étais son voisin et possédais un double de ses clés. Je l'avais donc déjà vu, assis au fond de son canapé, sans rien à dire et encore moins prédire, au contraire des autres habitants de ce trou qu'il avait affublé de ce surnom. S'il était très excité lorsqu'il sortait de chez lui pour nous prévenir des dangers que nous encourions, il était plus souvent aboulique et vaseux, incapable de terminer une phrase quand il traînait à la maison, or c'était là son activité principale, son état le plus courant. Le Fronce est redevenu la frousse, me disait-il quand je devais le convaincre de se lever pour qu'il n'ait pas d'escar. Je le connaissais depuis le lycée, et on peut dire que je prenais soin de lui. Si mes amis me demandaient de l'imiter, j'allais dans leur sens, inventant des visions et des menaces, passant le reste sous silence. Il n'avait pas besoin de savoir. Sa théorie des disparitions massives avait été rangée dans la catégorie « encore un délire du Fronce ». Après qu'Antoine a quitté le Mécas Palace, qu'Ingrid Egala, Félix Douai et moi-même avions inauguré 3 ans plus tôt, il a pourtant fallu se rendre à l'évidence, la ville se vidait de ses habitants. Pas de départ massif, ni embouteillage au sortir de ce trou, ni longue file de gens en exode sur les routes alentours portant outils et nourrissons vers des terres plus fertiles. À vrai dire, les gens ne migraient pas, ils s'absentaient. Mais c'est seulement le soir, où Antoine a enfoui les cintres de son vestiaire au fond d'un sac poubelle, que nous avons été à même de percevoir l'absence comme quelque chose de réellement menaçant. Quand je sortais de chez le coiffeur, j'y allais souvent parce que je n'avais pas envie qu'Ingrid puisse me considérer comme quelqu'un de négligé. Antoine ne manquait pas de me dire « Être chauve, c'est un souci en moi ». Son existence était telle, moins était toujours possible et désirable. Il se nourrissait, le soir, de galettes de riz exclusivement, 3, rarement 4, et concluait son repas par une tisane, après quoi il se lançait dans l'apprentissage du chinois. Je le côtoyais depuis l'ouverture du cinéma. Souvent je lui demandais de me dire quelque chose en chinois, une phrase, une formule, ne serait-ce qu'un mot, il refusait, je n'ai pas encore assez étudié. Même bonjour, je dois m'améliorer. Il m'avait pourtant semblé que l'empressement croîtrait au fil des ans, que cette angoisse encore furtive qui avait étreint nos adolescences, celle de n'être que ça, deviendrait de plus en plus oppressante, et que nous nous précipiterions sur tout ce qui faisait défaut à notre expérience l'âge aidant. Antoine, non. Parfois je me demandais s'il était conscient qu'il mourrait un jour. Quand nous programmions un film chinois au Mécas Palace, il n'entrait jamais dans la salle. Il lisait le prospectus et me demandait ce que j'en pensais. C'était à peu près tout. Par principe, prétendait-il, il s'y refusait. Il était employé ici, pas partie prenante. Je garderai le vestiaire pour toi, ne manquai-je pas de lui proposer. Il déclinait l'offre et retournait mâcher ses galettes. Quand Ingrid me demandait de l'imiter pour se moquer de lui sans avoir affaire à lui directement, je reproduisais sa moue légèrement plus prononcée lorsqu'on lui posait une question, et ce retard entre le mouvement de sa tête et celui de ses yeux, comme s'il pouvait se tourner vers son interlocuteur mais pas le regarder. Je n'avais pas besoin de parler, toute l'imitation tenait à ce détail,
trouver le bon timbre et le débit adéquat relevé du superflu. Ingrid savait déjà qui j'étais. Je passais beaucoup de temps à imiter mes proches. C'était ma manière de les faire tenir ensemble, même quand ils ne pouvaient plus se supporter. La caricature est la dernière cohérence avant l'éclatement. Ce lieu n'avait pas toujours été un cinéma. Ingrid et Gala, à cause d'une panne de voiture, avaient déambulé dans ce trou avant de découvrir, attenant à la mairie, ce qui faisait alors office de salle des fêtes. Les dépanneurs tardaient, elle avait déjà bu 2 cafés, le centre-ville ne présentait pas de commerce particulièrement attirant, d'ailleurs Ingrid n'était que rarement galvanisée par l'exposition de marchandises, du temps où nous étions ensemble, elle arpentait les trottoirs parisiens avec le dédain caractéristique des gens qui pensent avoir mieux à vivre que de compenser leur existence terne par des achats superfétatoires, et donc elle était là, sur la place principale de ce trou, réfrigérée, les mains dans les poches, le regard rivé sur les bâtiments qui n'avaient rien à vendre, quand soudain elle s'aperçut que les portes de l'un d'entre eux étaient ouvertes, sous un porche, ressemblant à ceux des théâtres de Broadway. Elle avait le choix, pensa-t-elle, entre s'intéresser hypocritement à des serviettes de bain au motif marin dans le seul but de se réchauffer, faisant ainsi perdre son temps à une vendeuse qui n'était pour rien dans sa panne de voiture ni dans son apathie mercantile, et franchir les portes d'un lieu où personne n'attendrait rien d'elle, si ce n'est qu'elle en sorte éventuellement. La seconde option fut la sienne. Elle descendit le grand escalier. Le hall était vide, mais quelques ouvriers travaillaient dans la salle, remplaçant les ampoules et entourant de films plastiques les fauteuils défectueux pour les condamnés. Ils ignorèrent sa présence. Les boiseries du hall, les masques No, accrochés au mur couverts de vieux velours bleu, le carrelage en damier des toilettes, le piano désaccordé, les trophées de chasse naturalisés, le long couloir courbe menant à un débarras où subsistaient quelques costumes et éléments de décor, quelque chose ici l'avait séduite, inspirée. Sa panne de voiture n'était pas un banal incident, mais une épiphanie. Elle avait aussitôt rendu visite au maire et gagné sa confiance, puis décroché les subventions ministérielles nécessaires pour faire de ce lieu la première salle de France exclusivement consacrée au cinéma expérimental. Expérimental n'est pas un genre, ni un mouvement, au même titre que noir, gore, mélodramatique, expressionniste ou burlesque. Certains puristes vous diront que le cinéma expérimental se reconnaît à sa défiance envers l'art narratif, mais les mêmes classeront sous cette catégorie certains films qui racontent bel et bien une histoire, si alambiquée et mystérieuse soit-elle. Toute définition pose problème, ceci pourrait être une définition du cinéma que nous aimions. Lettre d'un cinéaste à sa fille, d'Eric Powell, est pour moi l'emblème de cette façon alternative de faire des films. C'était pendant l'une de ces rares projections que j'avais rencontré Ingrid, assise à côté de moi dans une salle parisienne. Nous n'avions pas échangé un mot ni un regard. Quand les lumières se rallumèrent, elle me suivit jusqu'au métro, embarquant dans la même rame et sortant derrière moi à la station Georges V. Elle me vit entrer dans le multiplex où je travaillais à l'époque et décida d'attendre que je termine mon service. Tandis que je fermais la grille, elle me frôla et trébucha, renversant sur mon pantalon le café qu'elle tenait à la main dans un gobelet en carton. Elle m'entraîna aux toilettes et me déshabilla sous prétexte de réparer sa maladresse, qu'elle m'avoua quelques minutes plus tard avoir été intentionnelle. C'est tellement difficile d'entrer en contact avec les gens, je ne sais pas être délicate. Nous étions devenus amants. Lettre d'un cinéaste à sa fille est le film, et non la lettre, d'un cinéaste à qui sa fille demande pourquoi il ne fait pas des films comme tout le monde, c'est-à-dire des films comme elle en voit, comme on la force à en voir, comme on pense qu'il est bon pour elle d'en voir, comme ses amis qui n'ont pas pour parents des cinéastes d'avant-garde les lui décrivent, et comme l'école lui en montre à des fins éducatives, autrement dit des dessins animés ou des adaptations de romans dépeignant des époques révolues à l'aide d'acteurs modernes et de costumes d'antan. Eric Powell lui répond en faisant un film qu'il nomme Lettre, mais qui, n'étant pas du tout une lettre, ne peut être considéré autrement que comme un film, même si certains penseront que le cinéma, ce n'est pas ça. Un film qui en contient 100, qui s'engage dans la fiction avant de redevenir documentaire, qui passe du quotidien au merveilleux et de l'élégie à la blague comme autant de sautes d'humeur, qui n'a pas d'unité, pas de centre, sinon le désir de créer une forme invraisemblable, composée de portraits et de paysages ayant la même valeur, où l'on enterre un clown sous la pluie, et où l'on inscrit le mot fin au milieu, où les images sont libres, où le temps est notre condition et non notre appui, et qui ressemble ainsi bien plus que le voyage de Nemo ou le hussard sur le toit à la vie telle que nous la vivons et non telle qu'elle se vend. La condition sine qua non pour faire partie du club est de ne se conformer à rien. Même entre eux, les films
expérimentaux ne peuvent se confondre, ni vraiment s'affilier. Évidemment, il y a des chapelles, des têtes de file et des suiveurs, des sectes et des schismes, comme partout ailleurs, peut-être encore plus qu'ailleurs, sauf que le dialogue entre nous n'est jamais rompu malgré les dissensions. Car nous avons une foi commune, une passion pour la différence que nos dissensions exaltent, et celui d'entre nous qui s'oppose aux autres recueille de ceux-ci, si ce n'est de la compréhension, une certaine admiration. Ce sont nos écarts qui nous accordent, pas tant ceux vers quoi nous nous écartons que le fait même d'être à l'écart et de s'y tenir. Le monomaniaque du found footage, l'obsessionnel du diary film, le compulsif du cinéma structurel, tous sont les bienvenus, même les plus bornés. Car la vie ne peut être, pour les amateurs de ce genre, qu'une expérience, et en aucun cas un produit. Nous ne retrouvions pas ce qui faisait l'absolue singularité de nos existences, dans le cinéma commercial, dont l'hypocrisie, à force de fréquentation, avait fini par nous écœurer, et que nous désignions sous le terme de propagande. À vrai dire, si Ingrid s'était passionnée pour Steven Spielberg, j'aurais pu visionner les aventures d'Indiana Jones 3 fois par jour, n'ayant eu de véritable goût pour l'expérimental que par conséquence de l'avoir rencontré, ce qui ne faisait pas de moi un imposteur pour autant, je connaissais mon sujet, mais me donnait l'impression, par moments, d'être en visite. Je craignais toujours que quelqu'un me demande si j'avais vu Sleep d'Andy Warhol, que la plupart des spectateurs du Mecas Palace tenaient pour un chef-d'œuvre. Or, je n'avais pas la moindre envie de regarder John Giorno dormir en plan fixe pendant 5 heures. J'avais déjà beaucoup trop à faire avec François, qui pouvait s'assoupir au milieu de n'importe laquelle de nos conversations à cause des médicaments qu'il prenait pour stabiliser son humeur. J'avais quelques réserves dans l'adulation générale de notre communauté pour ses productions majeures, et peut-être n'étais-je pas tant en visite qu'en porte-à-faux, espion infiltré, travaillant pour son propre compte, ayant adopté tous les usages d'une communauté pour séduire celle qui la présidait. Ingrid nous avait contactés, Félix et moi, pour que nous constituions son équipe. À 18 ans, Félix s'était donné pour objectif de photographier l'ensemble des êtres humains peuplant la Terre. Il était resté planté devant Notre-Dame tous les jours pendant plusieurs années, interpellant les passants. Il était beau, sans agressivité, les gens s'arrêtaient, peu refusaient. La cathédrale était une position stratégique, elle attirait beaucoup de touristes étrangers, ce qui dispenserait Félix de faire le tour du monde pour venir à bout de son œuvre, pensait-il. Après 3 années d'obstination, il fit le compte et s'aperçut qu'il avait réuni 10 000 visages. L'évidence s'imposa, il ne parviendrait jamais, avant de mourir, à photographier 6 milliards d'êtres humains. Alors il s'était intéressé au cinéma, et avait rencontré Ingrid qui venait de me quitter à cause d'une sale histoire, d'un voyage, d'un ratage, d'un malentendu. Mais entre eux tout était terminé, m'assura-t-elle, comme avec moi, ce qui ne me plut qu'à moitié, doutant du caractère définitif de la moitié me concernant. Et voilà. Merci beaucoup pour cette longue lecture qui donne une bonne idée de la tonalité, de la dimension foisonnante, de tout ce qu'il y a dans le roman. Il y a une phrase au début de cet extrait qui est à propos des disparitions. À vrai dire, les gens ne migraient pas, ils s'absentaient. Le roman tourne toujours autour de l'idée du fantôme. Émir Sulter lui-même, c'est un homme un peu en retrait, qui est très culpabilisé par la disparition d'un de ses amis d'enfance, de tempérament plutôt apathique. Et puis il y a donc Pierre Herrazi qui a écrit le livre qui lui est complètement invisible. Ce manuscrit, il l'a pas signé puisque le manuscrit est signé d'Émir Sulter. Voilà. Est-ce que le livre parle de vivre et ne pas vivre? Est-ce que c'est autour de cette question que tourne le roman? Ou alors comment vivre quand le réel devient trop insupportable, trop tragique? Bah, la question de la vie, elle est dans le titre et elle est dans l'histoire aussi du personnage d'Émir Sulter dès le début. C'est sa grande question, une question bon, métaphysique. Dieu existe-t-il? Enfin, il veut croire en Dieu, et il fait ce que Pascal lui a enseigné, c'est-à-dire il suffit de prier pour avoir la foi. Et donc il prie beaucoup, mais il n'y a rien qui vient, il y a pas, la foi vient pas. Donc pour lui, la question de l'invisible, elle se pose avant même la question enfin la question, oui, avant même le suicide de son ami, qui est tout le temps là dans sa vie. Mais et malgré tout, il se prend de passion pour
pour Jésus, et il y a ce livre qui est l'imitation de Jésus-Christ, qu'il lit attentivement pour tenter pour tenter de suivre les préceptes de cette chose-là. Et puis, peu à peu, abandonnant Jésus-Christ, abandonnant la religion, il imite quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'il aime. Donc Ingrid, il imite à peu près toutes les personnes qui l'entourent, les unes après les autres. C'est vraiment la question de comment vivre, en fait, qui se pose là, quoi, de quelqu'un qui ne considère pas qu'il a une identité extrêmement forte, et qui va plutôt chercher chez l'autre quelque chose qui pourrait des indices pour l'existence. Et sur la question de la disparition, c'est-à-dire qu'il y a une bascule, c'est-à-dire que avec son ami François, Émir disent tout le temps que, enfin, bon, il n'en parle pas, mais Émir pour lui-même se dit que donc leur ami qui s'est suicidé a disparu. Et puis, or il se trouve qu'à ce trou, la ville où ils vivent, il y a des disparitions. Mais ces disparitions ne sont pas les mêmes. Il s'en rend compte vraiment quand c'est sa mère qui vit avec lui qui disparaît. Il se rend compte là que c'est pas la même chose qui s'est passée. D'abord, ça l'arrange un peu. Et ensuite, il se comprend qu'elle est peut-être pas totalement, enfin, que elle n'est pas morte, elle a disparu, ce qui est autre chose. C'est-à-dire que la mort est autre chose que la disparition, dans ce cas, pour lui. Il commence à penser, en tout cas, qu'il y a une différence. Alors dans l'extrait qu'on a entendu aussi, il y a donc cet hommage très beau à la lettre d'un cinéaste à sa fille, d'Eric Powell, on a l'impression en fait en lisant ce paragraphe que ce qui est décrit comme faisant la force de la lettre d'un cinéaste à sa fille est aussi ce qui fait la force de ce roman. Donc est-ce que toi aussi tu as une défiance vis-à-vis de l'art de la narration? Est-ce que tu as voulu faire quelque chose qui était comme la lettre d'un cinéaste à sa fille? Ben, justement, la grande chose de l'être d'un cinéaste à sa fille, c'est que, au contraire d'une défiance envers la narration, c'est une plongée narrative totale. Ça n'est que des histoires. Enfin, alors, non. Par contre, c'est l'idée plutôt de sur la question que toute définition pose problème. C'est plutôt l'idée que l'être d'un cinéaste à sa fille se définisse comme une lettre, alors qu'il s'agit d'un film, et que ce roman-là commence comme l'histoire de deux psychanalystes, alors qu'il s'agit de l'histoire d'Émir Sulter. C'est-à-dire c'est cette dimension du faux ou du trompe-l'œil ou de l'histoire cachée derrière l'histoire. C'était ça qui m'intéressait chez Eric Powell. C'était la liberté justement de changer de sillon d'un seul coup. Ouais. C'est vraiment quelque chose, je trouve, qui fait un lien avec ton précédent livre, Le metteur en scène polonais, le rapport aux conventions, le fait de s'en affranchir, de déjouer les attentes. Est-ce que pour toi, il y avait un lien dans ces deux livres? Bah, moi, j'ai l'impression d'entrer dans quelque chose de très classique, au contraire. Enfin, c'est-à-dire vraiment, au contraire, moi, de me réconcilier avec une littérature que j'aime, quoi, que j'ai toujours aimé, mais que je sais pas pourquoi je voulais pas trop l'écrire, qui est justement une littérature très narrative. Et c'est pour ça que je voulais ce début extrêmement, oui, classique, enfin, une histoire d'amour, qui s'effondre peu à peu, avec une petite incursion d'une apostrophe manquante, et puis là, ça y est, ça bascule. L'apostrophe manque, le fantôme peut se glisser, et là, on entre dans autre chose. Mais encore une fois, c'était quand même tenter de raconter vraiment des histoires, mais de les faire tenir ensemble, alors parce que je voulais des histoires qui soient de plein de temporalités différentes, donc voilà, c'était ça. Mais parce que c'est par rapport au poème, ou oui, au poème, je sais pas, j'avais peur en fait d'écrire quelque chose qui soit narratif. Et là, pour moi, ça signe une sorte de réconciliation, ce livre-là, un peu, avec la dimension narrative de l'écriture. On est heureux en tant que lecteur.
Il y a, dans ce roman, il y a de la légèreté dans les situations habituellement, ou les décisions habituellement sérieuses ou graves. Par exemple, le mariage d'Émir, qui est normalement une décision sérieuse et qui pour lui advient par inadvertance. Il y a du fantastique dans des situations habituellement ordinaires, donc, notamment la pièce en plus. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette utilisation du fantastique et de cette manière de donner du relief à des situations quotidiennes ou ordinaires? J'ai l'impression que c'est souvent l'ordinaire qui donne du relief au fantastique, que c'est quelque chose de que la pièce en plus va être rattrapée par l'idée que comment est-ce qu'on y entre, enfin, c'est-à-dire comment est-ce qu'on actionne la poignée et qu'est-ce qui se passe quand une poignée se désagrège, mais et s'il faut tenir la poignée pour retenir enfin pour que la personne disparaisse pas à l'intérieur, comment est-ce qu'on fait quand on a envie de se gratter à cause d'une piqûre de moustique. Enfin, je voulais qu'il y ait quelque chose d'extrêmement banal et concret qui vienne affronter du fantastique, mais parce que c'est aussi du fantastique très concret, c'est-à-dire c'est des mesures, on se rend compte que les rues vraiment rétrécissent, que les voitures ne peuvent plus passer ensemble dans les rues, et que vraiment des portes s'ouvrent et que des gens s'y engouffrent et ne reviennent pas. C'est-à-dire c'est assez concret en somme. Alors, une des caractéristiques de ces pièces qui s'ouvrent en plus, c'est qu'elles font miroiter. Il y a quelque chose de l'ordre de la convoitise, quoi. Elles font miroiter aux gens qui voient s'ouvrir la pièce quelque chose qui correspond à leur désir. Pourquoi est-ce que ça, c'est une référence à quelque chose, une dénonciation de la convoitise ou... Non, il y a deux choses sur ces pièces en plus. C'est pas une dénonciation de la convoitise, c'est plutôt... Il y a vraiment eu deux choses. C'est-à-dire que c'est une espèce de constat dans le devenir adulte de liens, enfin de choses de gens en fait, qui vraiment disparaissent, on s'absente les uns des autres, voilà, chacun mène sa vie. C'est peu à peu cet éloignement, des autres, quoi, qui se fait peu à peu. Et je voulais qu'ils soient absorbés tous et que Émir se retrouve de plus en plus seul, sans plus grand monde à imiter. Enfin, voilà. Mais je voulais que ça vienne en même temps. Je l'ai situé, je voulais vraiment le dater, le roman. Ça se passe au moment de l'élection de Sarkozy, de 2007, quoi. Mais ça, c'est pas pour raconter un truc sur Sarkozy, mais sur Internet. C'est-à-dire que ces choses qui attirent les gens dans des pièces en plus. Bon, Windows, quoi, une fenêtre s'ouvre et on s'approche et voilà, et on disparaît là. Et les liens se font là désormais dans ces lieux d'absence, quoi. C'était cette idée-là que l'internet était dévorateur d'une ancienne forme de lien. Je voulais que, par exemple, leur relation, il y a un SMS, je sais, que j'ai laissé passer, mais je voulais supprimer tout ce qui était de l'ordre justement de la technologie, parce que la technologie, c'était les pièces en plus. Je voulais pas que ça apparaisse autrement. Je voulais pas qu'ils s'envoient tout le temps des SMS, je voulais pas qu'ils soient sur Internet ou sur Facebook ou sur des choses comme ça. Je voulais que tout ce nouveau monde-là soit synthétisé par les pièces en plus. Et finalement, d'ailleurs, la mère d'Émir, alors qu'elle a disparu, écrit un message sur son mur. Mais vraiment son mur. Et avec ses doigts, je crois. En fait, avec ses doigts ensanglantés. Un message plein de fautes atroces. Alors, il y a l'envahissement de la technologie dans les relations sociales, et puis il y a aussi effectivement le passage à l'âge adulte et l'éloignement que ça crée. Et ce qu'on a entendu aussi dans l'extrait que tu as lu tout à l'heure, c'est ces rêves démesurés, utopiques qu'ont Ingrid et Félix dans leur jeunesse, puisque Félix veut photographier l'ensemble de l'humanité et Ingrid veut filmer toute sa vie, enfin en tout cas utiliser la caméra pour filmer tout. Et en fait, bon, en devenant adulte, ou en tout cas en grandissant, ils abandonnent parce que les projets sont trop démesurés.
ces choses-là, il les abandonne, mais il se lance dans un projet encore plus démesuré, qui est d'ouvrir un cinéma consacré au cinéma expérimental dans une ville de banlieue où il y a un terril et pas énormément d'habitants. Donc c'est-à-dire c'est encore plus finalement et de travailler ensemble alors qu'ils n'ont pas été à même de vivre ensemble. Donc il y a quelque chose enfin pas à même de s'aimer en tout cas, de s'aimer longuement. Donc il y a quelque chose finalement une utopie supplémentaire qui vient remplacer la première personnelle, individuelle. Et puis je voulais confronter des gens justement de ma génération un peu, assez individualistes dans leur désir de créer quelque chose. Bon, et les confronter à ce personnage d'Antoine qui, lui, avait quelques désirs, mais jamais gigantesques, et aimait bien son travail, mais sans plus, enfin, ne s'est pas passionné pour grand-chose, et a vécu très différemment d'eux, et d'une façon que eux ne peuvent pas concevoir, en fait, sans ambition. C'est-à-dire un homme sans ambition. Je voulais vraiment ouvrir sur un départ à la retraite, un pot de départ. D'abord, je trouve ça assez beau, les pots de départ à la retraite. Et puis parce que c'est bon, c'est peut-être quelque chose qu'on verra plus beaucoup. Et puis c'est un truc, enfin c'est-à-dire que ce monsieur qui part et qui est pas malheureux de partir, enfin, voilà, il part parce que c'est l'heure. Je trouvais ça marrant de confronter des personnages de mon âge à ce monsieur qui peint. Il est peintre, mais il montre pas ses toiles. Enfin, ça l'intéresse pas de montrer. Ça l'intéresse pas de se présenter. C'est ce qui est une vraie question, parce que il semble dénué de narcissisme, mais peut-être que le narcissisme se place ailleurs. C'est aussi un monsieur, comment, enfin, j'ai entendu une expression dans un film qui disait, c'est le genre de type qu'on appelle en Angleterre des pas payés pour. C'est le genre de monsieur qui va vous dire, bah non, je suis pas payé pour faire ce que vous me demandez. Et qui va bloquer quelque chose. Et je trouve ça assez marrant, en fait, qu'on puisse dire, bah je suis pas payé pour. Que quelque chose de la fonction ne soit assumé dans un périmètre très déterminé, très défini. Ce qui est plus beaucoup le cas. Enfin, pour les gens de mon âge, quoi. C'est pas du tout, les fonctions sont tellement floues que, de plus en plus, que, voilà. Ce qu'on a entendu aussi et qui est vrai dans le roman, c'est qu'il y a une grande dimension comique aussi. Comment est-ce que tu travailles ça, cet aspect comique et l'écriture comique, la manière dont ça s'applique même à des situations un peu tragiques. Bah, je voulais que le comique vienne vraiment en contrepoint de justement toutes les situations tragiques, et puis pas seulement même comme enfin, c'est-à-dire c'est là dès le début finalement, c'est deux personnes qui se rencontrent sur une erreur, et c'est toute une série de dysfonctionnements. Enfin, c'est des gens qui disparaissent alors qu'ils devraient pas, et puis ce personnage d'Émir qui devait s'appeler Rémi, mais sa mère étant dyslexique, elle l'a inscrit sous le nom d'Émir dans le registre d'état civil. Et voilà, c'était ça l'idée du comique pour moi. C'était vraiment des dysfonctionnements, tout un tas de choses qui nous font dire que le monde ne va pas dans un seul sens, quoi. Est-ce qu'on peut en entendre un deuxième extrait? Oui. François vivait dans une maison contiguë à l'immeuble où ma mère, mon épouse et moi occupions un appartement. Je m'étais marié avec Mélissa par inadvertance, l'avais fui, croyant pendant plusieurs années échapper à la vie conjugale et rencontrant Ingrid, puis ma femme était revenue à l'assaut dès qu'elle avait appris, par ma mère, qui pratique la délation avec zèle, que j'étais célibataire et salarié. J'avais succombé à son insistance. Ma mère, au même moment, adopta un chien, Kiki, un barzeuil de grande taille. Mon père, qui était allergique à tout ce qui était poilu et vivant, même les pêches lui posaient problème, confirma ce qui relevait de l'évidence, il ne pouvait cohabiter avec Kiki. Ma mère eut donc la brillante idée de ne pas quitter son chien, mais son mari, et celle non moins éclatante de venir s'installer avec Mélissa et moi. Là encore, j'avais manqué de fermeté. Après tout, l'appartement comptait 3 pièces, une pour chacun d'entre nous. Ma mère avait son chien,
Mélissa son poisson rouge, et moi des moustiques. Je ne peux pas dire qu'il s'agissait de mes moustiques, mais nous avions une relation privilégiée. Que je me couvre de citronelle ou pas, ça leur était égal. C'était dans ma chambre qu'ils avaient décidé de s'établir, c'était ma peau qu'ils perçaient, mon sang qui les enivrait. Ils s'intéressaient si peu à mes colocataires que celles-ci niaient régulièrement leur existence. « Tu inventes », disait Mélissa. « Tout pour te faire marquer », appuyait ma mère dont la parole n'était jamais très précise. « Bientôt tu vas nous annoncer que tu as attrapé le chikungunya, on te conduira aux urgences, ils t'ausculteront et on rentrera bredouille, tu nous as fait le coup toute ton enfance, c'est l'histoire du garçon qui criait « Allô ». Les moustiques avaient décidé qu'ils ne sortiraient pas de ma chambre pour aller, par exemple, explorer celle de ma mère. Leurs frontières étaient nettes et non négociables. Ma mère, par contre, s'échappait tout le temps de sa chambre pour entrer dans la mienne. Elle ne venait pas spécialement dans l'intention de me voir, elle s'asseyait sur le fauteuil et s'assoupissait, ou bien ouvrait la porte de mon armoire et rangeait là ses propres affaires. Comme si la notion non d'intimité, mais de cloison tout simplement lui était étrangère. Mélissa, quant à elle, se tenait aux limites de son territoire. Elle n'avait d'autre exigence que ses repas, qu'il fallait lui servir à heure fixe. Il lui arrivait de se glisser dans mon lit la nuit quand son amant du moment l'ennuyait, mais elle se faisait assez discrète pour ne pas me réveiller, je ne me rendais compte de sa présence qu'au matin, or elle dormait profondément jusqu'à midi et donc ne me dérangeait pas. Quand Mélissa dormait, je ne regrettais pas que nous soyons mariés. C'était une dormeuse exemplaire. Notre coexistence ne se compliquait que quand son amant tentait de la rejoindre dans mon lit pour esquisser une réconciliation et me trouver à ses côtés. Il est ainsi arrivé qu'on me frappe alors que je dormais. Mélissa préférait ne pas parler de moi aux hommes qu'elle rencontrait. Aussi, pour l'amant, j'étais l'intrus, donc on me frappait sans arrière-pensée. Si ma femme continuait de dormir, ma mère se réveillait pour me défendre. Elle parvenait tout le temps à terrasser l'assaillant, non qu'elle fût spécialement douée pour la bagarre, Kiki montrait les crocs pour elle, mais virulente assurément, au point de faire pleurer ses adversaires sous la perfidie éhontée de ses remarques, généralement physiques. Mélissa et ma mère, ni l'une ni l'autre ne travaillaient, rivalisaient dans l'art de donner des conseils. Le cinéma expérimental était pour elle une aberration. Elle se moquait des titres imprononçables, surtout ma mère, de notre semaine ouzbek ou du festival de l'écran noir. Pourquoi tu ne programmerais pas Titanic pour une fois? Un peu d'argent rentrerait dans la caisse, tu pourrais être augmenté, ça ne nous ferait pas de mal. C'est une salle dédiée au cinéma expérimental. Ma mère a toujours été extrêmement dyslexique. Enfin, je crois que c'était ce qu'elle voulait dire quand elle disait souffrir de digressie, parfois de dimersie. Si je tentais de rectifier ses propos, elle ne voulait rien reconnaître. Tu cherches la petite tête. Ma femme n'essayait pas de la comprendre, elle s'en fichait. D'ailleurs, elle s'entendait relativement bien car elle ne s'écoutait pas. Le seul problème, c'était que Kiki adorait lécher les écailles de Rémi, le poisson de Mélissa. Il léchait, puis il croquait. Mélissa pleurait, hurlait, menaçait d'obliger Kiki à porter une muselière, ma mère sortait quelques pièces de sa poche, ma femme partait chercher un nouveau Rémi, le drame était évité. Je m'appelle Émir, ma mère voulait me prénommer Rémi, mais elle a mélangé les lettres au moment de me faire inscrire dans le registre. J'espérais toujours que, changeant de poisson, Mélissa trouve un autre nom, en vain. Pourquoi pas Coco, ce serait joli avec Kiki. Ta mère les confondrait, elle tenterait de mettre une laisse à mon poisson et noierait son chien dans mon bocal. Quand Mélissa s'attachait, qu'il s'agisse d'un prénom ou de moi, c'était pour toujours. Est-ce que vous souhaitez poser des questions à Antoine? Bon, Émir cohabite avec sa mère et son épouse plus qu'ils n'habitent vraiment ensemble. Oui. C'est aussi de ça dont il est beaucoup question dans ce roman. Comment on cohabite? Oui. C'est une cohabitation pacifique, là. Parce que finalement, ils sont revenus de quelque chose. La période avant le mariage avait été tragique, puis ils ont été mariés, puis il est parti très vite. Et finalement, elle revient, il s'accommode de sa présence, elle est plutôt... il la trouve drôle, finalement. C'est un personnage qui aime bien qui aime bien sa mère et qui aime bien sa femme, même s'il voudrait ne pas vivre avec elle, mais... Il aime Ingrid aussi, mais Ingrid veut pas vivre avec lui. Voilà, il prend ce qui vient. J'espère qu'en entendant ces extraits et ce que nous a dit Antoine du roman, vous êtes maintenant convaincu que c'est un livre formidable, puissant, à la fois d'une grande drôlerie,
d'une légèreté apparente et d'une grande profondeur à acheter, à offrir. Et puis je vous invite aussi à découvrir, si vous les avez pas encore lus, donc son précédent roman paru chez Christian Bourgois, donc le metteur en scène polonais, qui était aussi un récit loufoque et profond, qui racontait l'histoire d'un metteur en scène qui tente de mettre en scène avec beaucoup de difficultés un roman qui se transforme à chaque lecture. Et puis Chômage monstre, donc qui est un recueil qui est paru début 2017 aux éditions de la Contralée, que je recommande aussi beaucoup, qui est un livre avec des textes très multiples qui racontent ce que le travail fait au corps, au langage, et qui a aussi pas mal de liens avec Imitation de la vie. Voilà, je vous invite maintenant à continuer la discussion autour d'un verre et merci à vous tous. Merci.